Défense de l'image d'Israël. On va évoquer tout cela avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et à côté de vous, Marius Shatner, bonsoir, journaliste, écrivain. Est-ce que c'est un problème pour vous, Emmanuel Navon, que le directeur d'une ONG israélienne aille à l'ONU pour critiquer Israël, l'action d'Israël justement? La critique fait partie de la démocratie. Mais je pense que le problème, ou un des problèmes dans l'intervention du directeur général de B'Tselem, Haggai Elad, au Conseil de sécurité, c'est qu'il s'est justifié ensuite dans un article dans Haaretz en disant « Eh bien oui, je suis allé au Conseil de sécurité, puisque Israël doit son existence à l'ONU, et qu'il n'y a que à l'ONU que l'on peut plaider la cause palestinienne. » Or, Israël ne doit pas son existence à l'ONU, puisque je rappelle que le plan de partage qui avait été recommandé par l'Assemblée générale en 1947 était une recommandation qui n'était pas exécutoire en termes de droit international, et que si Israël avait perdu sa guerre d'indépendance en 1948, l'État d'Israël n'aurait jamais existé. Première erreur de Haggai Elad. Mais là où Haggai Elad commet une deuxième erreur, c'est qu'il est venu plaider au Conseil de sécurité pour ce qu'il appelait la lutte contre l'occupation et ce qu'il appelait la colonisation. Or, deux des membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, sont des pays occupants. Il y a au Conseil de sécurité des pays qui sont des membres non permanents comme le Venezuela, qui est un des pires violateurs des droits de l'homme dans le monde. Donc aller au Conseil de sécurité pour plaider contre ce que Haggai Elad appelle l'occupation et la colonisation, c'est aller plaider la cause de la chasteté dans une maison de tolérance. Ouais. Marius Shatner, vous êtes d'accord ou pas? Non, bien sûr, je ne suis pas d'accord. Je voudrais parler un tout petit peu, mais ça nous amènerait trop loin, sur la création de l'État d'Israël et le rôle de l'ONU, qui était déterminant dans la décision d'un partage de la Palestine. Et d'ailleurs, au parti auquel vous faites partie, c'est-à-dire ce qui faisait partie, l'ancien Herut, avec Menachem Begin, c'était la droite israélienne était complètement opposée à ce partage. Et si la droite avait alors le pouvoir, je ne sais pas où on serait. Ceci dit, je crois qu'il y a une question, je veux dire, c'est une question de fond. La question de fond, c'est pas la question de la présence israélienne en Cisjordanie, c'est une occupation et une colonisation qui est considérée par l'ensemble de la communauté internationale comme illégale et que moi personnellement je trouve illégale et immorale. Bon, évidemment. Donc vous justifiez l'intervention de... Je vais m'expliquer. Au fond, oui. Maintenant, ceci dit, il y a un problème. Il y a un problème qui se pose pour la gauche, c'est est-ce que on doit uniquement lutter sur le front intérieur ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre la parole sur le front extérieur, dans des instances où effectivement des pays, comme vous avez tout à fait raison, hein, comme la Russie, la Chine, ne sont pas des modèles de vertu, mais les décisions politiques ne sont pas au nom toujours de principes de vertu. Et c'est un problème auquel les gens s'interrogent en Israël même. Moi, Parce que B'Tselem ne fait pas l'unanimité, même à gauche. Non, on ne fait pas l'unanimité. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il faut regarder le fond des choses. Et le fond des choses, c'est qu'il y a une situation qui est en même temps qui mine cet État. Je veux dire, qui pourrit cet État. C'est une situation qui mène cet État vers sa fin, à mon avis. C'est le plus grand danger qui existe pour Israël, et il n'y a pas que des gens de gauche qui le disent. Eh bien, quand on regarde la gravité de cette situation, et le fait qu'effectivement, qu'en Israël, il y a très peu de forces qui sont capables de s'y opposer, eh bien, moi, je justifie parfaitement cette démarche. Mais je veux bien dire qu'il y a un problème. Oui, mais vous savez, le problème, ce que vous appelez l'occupation, la fin d'Israël, etc., ne faisons pas abstraction de l'histoire, à savoir que toutes les tentatives de résoudre ce conflit et d'arriver à un compromis ont échoué, et elles ont échoué en particulier, ne l'oublions pas, à cause du refus palestinien systématique de tous les plans de compromis, depuis le plan de la commission Peel en 1937, du plan de partage de l'ONU dont vous avez parlé en 1947, et bien entendu la conférence de Camp David à l'été 2000, la proposition Olmert en 2007. Donc on a l'impression, en vous écoutant, que Israël prend un plaisir sadique à cette situation de statu quo, alors qu'Israël, en tant que démocratie, membre de l'OCDE, pays de high-tech, a tout intérêt à mettre fin à ce statu quo, à se sortir
de ce piège démographique et international. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de partenaire. Et un des problèmes de la gauche israélienne, c'est au lieu d'apprendre de tirer les leçons des échecs précédents, qu'il s'agisse que j'ai rappelé de la conférence de Camp David à l'été 2000 ou de la proposition Olmert en 2007, au lieu de tirer les leçons de ces échecs et de comprendre que si le but c'est d'arriver à la paix, la plupart d'Israéliens aujourd'hui considèrent que ce n'est pas une possibilité. Si le but c'est de préserver la démocratie et la majorité juive de l'État d'Israël, pour cela on n'a pas besoin d'un partenaire. On peut se défaire unilatéralement de certaines zones, comme Ariel Sharon avait tenté de le faire avec, on en connaît les conséquences, en 2005. Mais il faut distinguer, je crois, et c'est un des gros problèmes de la gauche israélienne à mon sens, entre d'une part préserver la démocratie et la majorité juive de l'État d'Israël et penser que cela va apporter la paix. Ce sont deux choses différentes. Et la gauche continue de confondre les deux sujets, alors même que l'on sait très bien que pour les Palestiniens, la cause du conflit, et historiquement c'est un fait, ça n'est pas 1967, c'est 1947. Quand ils disent la Nakba, la catastrophe, c'est 47-48, c'est pas 67. Tant que la gauche israélienne ne l'aura pas compris, elle ne parviendra pas à convaincre le public israélien et sera acculée à parler dans des forums internationaux. Et comme je l'ai dit, le Conseil de sécurité est très mal placé aujourd'hui, vu ses membres, pour traiter de la question. Alors il y a quand même une réaction américaine qui est venue appuyer un petit peu ça. Et c'est ça là peut-être aussi où il faut s'interroger, c'est que les Américains disent ça remet peut-être en cause aussi la liberté d'expression en Israël, que l'on ait critiqué l'intervention de B'Tselem. Vous ne trouvez pas que ça va un peu loin, Marius Shatner, cette critique américaine là aussi? Non, je pense que ça va pas. Non, je suis d'accord. Je veux dire, évidemment, on a toujours une grande liberté d'expression, mais il y a une campagne de droite qui est la campagne classique de la droite, et je dirais même de l'extrême droite de toujours, qui est celle de vous qui vous opposez à cette politique, vous plantez un couteau dans le dos, vous êtes les agents de l'étranger, et c'est une droite d'ailleurs. On fera un débat très intéressant sur les responsabilités des Palestiniens. Je pense qu'ils en ont eu, effectivement. Mais je pense que les responsabilités sont pour le moins partagées. Et c'est d'ailleurs ironique d'entendre ce cours de gens qui viennent de la droite israélienne, qui a toujours été opposée au partage, qui a été opposée au partage en 1947, qui a été opposée au plan Peel, qui a été opposée à Camp David, qui a été opposée à tout... Qui a été accepté par Israël, par le gouvernement israélien. Oui. Mais je veux dire, vous incarnez un courant qui dit non, ça a raté, mais vous ne vouliez pas que ça réussisse. Non, c'est faux. Vous avez tout fait pour que ça ne réussisse pas. J'ai tout fait pour que ça ne réussisse pas. Pas vous personnellement. Non, bien sûr, on n'est pas dans un débat personnel, mais le courant que vous incarnez. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé une situation en Cisjordanie par une colonisation massive qui rend aujourd'hui qui a été débutée par le Parti travailliste. Qui a été débutée par le... Absolument. On n'est pas dans des semailles de choses, mais qui rend aujourd'hui un partage extrêmement difficile et une situation extrêmement inextricable. Alors, moi, ce que je voudrais pas revenir sur l'histoire, c'est un très très long débat, mais je pense la nature de la campagne qui est menée contre B'Tselem est extrêmement inquiétante. Je veux dire, vous avez l'impression que la liberté d'expression recule en Israël aujourd'hui? C'est un climat qui pourrit. Regardez même votre correspondante sur Haïfa. Elle dit, il s'affirme palestinien. Mais il a le droit de s'affirmer palestinien. Je veux dire, les Arabes d'Israël, je connais assez bien, j'ai travaillé là-dessus pendant 30 ans comme journaliste, la plupart s'affirment comme palestiniens. Et ça n'empêche pas d'être en même temps israélien. Non, je souscrive à tout ce qu'il va chanter. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il chante. Mais il y a un climat. C'est ce climat qui est inquiétant. C'est un climat qu'on voit d'ailleurs dans les médias, qu'on voit dans la chasse aux sorcières, qu'on voit lorsqu'on dit que, par exemple, effectivement, B'Tselem reçoit de l'argent, je suis sûr, de pays étrangers. Oui, mais nous avons le plus grand journal israélien qui est payé par un richissime donateur américain qui est un des derniers appuis de Trump. Je veux dire, on a vu une intervention israélienne grossière de la part de Netanyahou quand il était aux États-Unis, prenant de façon flagrante le camp républicain. C'était en même temps une erreur et en même temps, je ne sais pas quelles en seront les conséquences. Peut-être que c'est lié aussi à la réaction américaine sur ça.
Peut-être ça aussi. Encore une fois, il faut distinguer entre deux choses. Je suis contre toute portée atteinte, bien entendu, à la liberté d'expression. Ça, c'est un droit de base. Non, il n'y a pas de mais. Oui. Je suis contre toute tentative de porter atteinte à la liberté d'expression. Je dis simplement que je pense que Netanyahou porte atteinte en prenant cette mesure justement de rétorsion un petit peu contre B'Tselem en interdisant qu'on pratique le service national dans cette association. Est inutile de sa part. Je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Mais je pense qu'au bout du compte, des gens comme Haggai Elad se fourvoient. Pas seulement parce que, comme je l'ai dit, ils vont vers un conseil de sécurité constitué en grande partie par des violateurs de droits de l'homme et des occupants. Mais je pense qu'également c'est contre-productif parce que l'effet qu'ils créent dans la société israélienne, c'est un effet de frustration, de crispation et de sentiment que finalement ces gens, au lieu de promouvoir un agenda politique légitime, qui appartient à un pays démocratique, qui est une critique légitime dans un pays démocratique, finalement, se tournent vers des institutions au lieu de convaincre la société israélienne, seule chose qu'ils peuvent faire, et encore une fois, je suis contre toutes les tentatives de porter atteinte à leur liberté d'expression, dont l'initiative récente de Benjamin Netanyahou. Mais le fait, encore une fois, c'est contre-productif. Ils se tirent dans le pied, je pense, en faisant cela, puisqu'ensuite c'est récupéré par certains médias, par certains hommes politiques, et ils n'ont aucune limite dans la politique israélienne, et je suis contre les limites pour exprimer leurs opinions, pour promouvoir leur agenda. Si l'ONU, le Conseil de sécurité, on sait très bien, on l'a vu par exemple avec le vote à l'UNESCO, on sait qu'il y a aujourd'hui une majorité des pays musulmans à l'Assemblée générale et dans les différentes agences de l'ONU, dont l'UNESCO. Donc on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une organisation neutre et vers laquelle on peut se tourner, comme je l'ai dit, pour résoudre des problèmes, alors qu'ils font partie du problème et pas de la solution. Donc je pense qu'au bout du compte, encore une fois, non à porter atteinte à la liberté d'expression, je suis pour une liberté d'expression totale, mais encore une fois, je pense que la gauche israélienne, des gens comme Haggai Elad se tirent dans le pied, font un travail contre-productif en faisant ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait en parlant à l'ONU. Si on préserve, et il faut préserver la démocratie israélienne de façon très rigoureuse, eh bien, on peut s'exprimer, on peut convaincre le public. C'est ce qu'il faut faire à mon sens. D'abord, j'enregistre ce qu'il dit, je suis assez bien. Je veux dire, cette mise au point est importante. C'est-à-dire que tout le monde ne participe pas à cette chasse aux sorcières. On peut être en désaccord. Il y a un problème. Il peut y avoir un problème, c'est effectif. Mais le problème, à mon avis, il est en amont. C'est-à-dire il y a le sentiment d'une grande partie, d'une partie de la gauche, enfin, partie importante de la gauche, alors que la gauche est effectivement minoritaire dans ce pays, que rien ne bougera. Et je veux dire, ce qui était plus grave aussi, c'était la décision de B'Tselem d'il y a quelques mois de ne plus aller aux tribunaux militaires. Parce qu'ils sont arrivés à la conclusion, et à mon avis, elle est tristement vraie, que ça ne servait à rien. Que le système, c'était une apparence, la justice militaire. Et il y a ce sentiment de désespoir. Maintenant, ça se lie à autre chose, plus politique, et qu'il faut voir. L'important, c'est pas finalement le vote de la Russie et de la Chine. L'important, tout le monde le sait, c'est quel sera le vote des Américains. C'est-à-dire ce qu'on est en train d'assister, ce sont des escarmouches avant quelque chose qui peut avoir une grande signification, c'est un vote du Conseil de sécurité dans les 3 mois qui suivront après l'élection américaine et un possible changement de la politique américaine où on a des allusions là-dessus, mais aucune certitude. Et c'est ça le fond, je pense que c'est ça le fond de l'inquiétude. C'est pas le fait qu'il y ait 3 membres de B'Tselem qui fassent leur Shirut Leumi, il n'y en a eu que 3. Je veux dire, donc c'est une mesure qui aura pas d'impact. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Merci Emmanuel Navon, merci à vous Marius Shatner donc sur ce dossier.